et bienvenue pour cette première conférence du premier jour en salle 1 de Supply Chain Event. Mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Je vais être le monsieur loyal, du moins l'hôte, tout au fil de cette journée dans cette salle 1. Consultez le programme, il est riche et varié. Ce matin, nous ouvrons avec... On laisse passer une annonce, c'est gentil de la faire pile à ce moment. Donc, le cycle ce matin, on est dans un cycle intitulé Intralogistique, Retail et Industrie 4.0. Ça fait beaucoup, mais pour autant, la conférence à laquelle on va assister coche au moins 2 de ces cases, l'intralogistique et le Retail 4.0. Donc, je vous en livre le titre, Ecolotrans Adameo, un tandem en l'occurrence, pour une automatisation et des SI axés sur l'innovation en distribution urbaine. Avec donc Yacine Cara, qui est fondateur et CEO d'Ecolotrans. Bonjour à tous. Et Guillaume Mullier, qui est directeur du développement et de l'innovation au sein du cabinet de conseil Adameo. Bonjour à tous. Un beau tandem entre 2 entreprises, un cabinet de conseil expert en supply chain sur beaucoup de sujets, un acteur qui vient du monde de la livraison à Paris, urbaine, mais qui a une stratégie qui l'amène sur des nouveaux sujets, et ça va bien être le sel de cette présentation. Je vous laisse dérouler la chose et je reviens, moi, pour animer la partie questions. Messieurs, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. On va vous présenter en fait aujourd'hui un projet qui est particulièrement intéressant, évidemment de notre point de vue, mais parce qu'il a nécessité une gestation assez longue et qui en fait aujourd'hui il est en train d'accompagner beaucoup d'évolutions qu'on observe dans le retail, dans les besoins du retail et dans l'évolution de la logistique urbaine. Donc la première étape, c'est peut-être de se présenter. C'est déjà fait, mais bon, on va recommencer. Ok, donc Yacine Cara, donc je suis le président fondateur de la société Ecolotrans. Donc un acteur de la logistique urbaine durable depuis maintenant une quinzaine d'années. Et donc moi je suis Guillaume Mullier, je suis directeur du développement et de l'innovation chez Adameo. Et ça fait quelques années déjà qu'on réfléchit à ces projets de transformation urbaine. Et c'est comme ça en fait qu'avec Ecolotrans, on a commencé à nouer un partenariat parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de l'évolution du marché. Et ce partenariat en fait est en train de déboucher en ce moment même sur la mise en production d'un système autostore automatisé dans un site de la RATP à Châtillon pour livrer des clients du e-commerce et du retail sur de la mobilité douce décarbonée. Ce que je te propose, Yacine, c'est peut-être que tu commences par présenter rapidement qui est Ecolotrans, quelle est votre mission. Ah oui, rapidement, donc Ecolotrans, on va dire que c'est un pionnier de la logistique urbaine durable. La société a été créée justement pour répondre à des projets et des problématiques de logistique et maîtriser au maximum nos externalités négatives. Et donc la première chose qu'on a fait historiquement, c'était de former nos chauffeurs à l'éco-conduite et de les sensibiliser sur le fait que la façon de faire leur travail, ça a impliqué qu'ils pouvaient émettre du CO2 et avoir des externalités négatives importantes. On a été parmi les premiers à acquérir des véhicules au GNV, donc après on est passé au bio-GNV, des véhicules électriques quand la performance était correcte et qu'économiquement c'était une solution viable. Et puis dernièrement, aujourd'hui, c'est la cyclo-logistique qu'on a réussi à introduire dans notre process de distribution. Et ça a été lié au fait qu'on a été capable aussi de remporter plusieurs appels à projets pour en fait ouvrir des entrepôts en milieu dense. Donc par exemple à l'intérieur de Paris, comme la porte de Pantin dans le 19e, où on exploite un 1000 m² avec cette capacité justement à densifier les marchandises, les faire rentrer d'une manière assez importante avec des gros camions et repartir avec des véhicules les plus adaptés possibles à la ville et pour justement s'organiser pour poser le moins de contraintes possibles et essayer de continuer à progresser sur cette capacité à avoir des flux qui sont de plus en plus éclatés et les faire de manière intelligente. Et c'est ça qui nous a poussé à développer ce projet avec Adameo. Je vais m'arrêter là.
Et donc Adameo, donc on a un cabinet de conseil spécialiste de la gestion de la supply chain. On a mis l'innovation au cœur de notre démarche. Et en fait, aujourd'hui, on est capable d'adresser l'ensemble des problématiques clients sur leur supply chain, depuis les enjeux green supply, éco-conception des produits, éco-conception de la distribution, les enjeux promesses, expérience client, la mise en place de schémas directeurs véritablement omnicanaux. On fait de la prévision de la demande et après, on peut descendre dans des aspects peut-être un peu plus opérationnels de la supply avec le pilotage des approvisionnements. On a une grosse expertise dans l'entrepôt sur l'organisation des flux, mais également sur les outils de pilotage de l'entrepôt. On a également cette expertise dans le transport et petit à petit, on s'est trouvé de plus en plus souvent confronté à des vrais sujets sur l'organisation de la logistique urbaine, la livraison du dernier kilomètre et les enjeux d'éco-responsabilité des entreprises. Et donc c'est dans cette démarche en fait qu'on a avancé dans nos réflexions, qu'on a rencontré Ecolotrans et à ce moment-là, on s'est dit il y a une opportunité aujourd'hui pour aller plus loin. Il ne s'agit pas juste de répliquer des entrepôts sur un mode de fonctionnement en rack dans le cœur des grandes villes, ça ne sera pas suffisant. Il faut densifier, il faut donner de la capacité d'amortir le foncier et donc il faut automatiser dans les entrepôts. Alors pour ça, on est parti quand même sur un certain nombre de constats et ces constats, ce sont les enjeux majeurs qui, de notre point de vue, régissent aujourd'hui la logistique urbaine. Voilà, en fait, le contexte aujourd'hui, c'est qu'on voit une explosion du e-commerce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les flux sont éclatés, donc on a beaucoup plus de colis à livrer que historiquement, c'était plutôt une grosse palette ou plusieurs flux massifiés qui allaient dans un magasin et les gens venaient les chercher. Aujourd'hui, le fait est que les clients, les consommateurs ont un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé, qui veulent être livrés le plus rapidement possible, en respectant de la logistique plutôt décarbonée et neutre et en ayant des produits qui ne soient pas très loin de chez eux. On est parti de ce constat-là et on s'est dit qu'aujourd'hui, pour avoir une solution qui puisse vraiment fonctionner, c'est de rapprocher en fait les marchandises au plus près des lieux de consommation pour qu'on ait justement ce niveau de service très élevé et qu'on puisse aussi avoir et introduire des modes de livraison les plus doux possibles. Donc le fait d'être à proximité des lieux de consommation, ça nous permet de faire de plus en plus de cyclo-logistique. Donc la livraison en vélo, qui est une solution décarbonée, et être capable aussi d'avoir un niveau de service très élevé, parce que justement, on n'a pas ces contraintes d'accessibilité en ville, de bouchons, et toutes les contraintes qui peuvent rendre un service de livraison e-commerce très mauvais. Et donc, en constatant tout ça, on s'était dit qu'il faut avoir cette solution automatisée, robotisée, dans un endroit très dense et avoir ces flux au plus près des lieux de consommation. Ouais, le corollaire de tout ça, c'est qu'effectivement, le secteur marchand, les enseignes du secteur marchand, elles doivent faire face, elles aussi, à ces problématiques. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'omnicanalité. Nous, de notre expérience, on constate en fait qu'aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui sont véritablement 100% omnicanales. L'omnicanalité, en fait, ça consiste quand même à découpler l'acte d'achat, la prise possession du bien. C'est le e-commerce en fait qui l'a impulsé, puisqu'on a commencé à découvrir qu'on pouvait acheter et pas prendre possession de la marchandise achetée au moment où on payait. Et en fait, une entreprise omnicanale, c'est une entreprise qui va être capable d'organiser son circuit de distribution pour être capable d'adresser n'importe quelle promesse client. Des promesses clients sur le green, des promesses clients sur les modes de livraison, les taux de service, mais également des promesses clients sur l'engagement écologique. Donc aujourd'hui, le secteur marchand, il est quand même un peu pris dans l'étau de toutes ces contraintes qui va l'obliger en fait à repenser ses fonctions de ses points de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mécaniquement, avec la crise sanitaire, ils ont tous commencé à faire du click and collect, puisqu'on ne pouvait plus aller dans les magasins. Et donc, quelque part, spontanément, ils ont introduit des activités logistiques dans des points de vente. Les points de vente avaient déjà un peu d'activité logistique, puisqu'ils géraient des réserves, ils faisaient de la mise en rayon. C'est quand même un peu ce qui se passe dans un entrepôt. On met en réserve, on met au picking, ensuite on expédie. Mais là, on a été un peu plus loin, puisqu'ensuite on a commencé à faire du ship from store. Donc en fait, on considère que dans les points de vente, il y a du stock qui est disponible pour la commercialisation et pour le e-commerce.
Donc ça a commencé à soulever tout un ensemble de problèmes pour le secteur marchand. Ils se sont rendus compte qu'il était absolument nécessaire pour eux de devenir plus agiles en termes logistiques et en termes de transport. Et cette agilité, finalement, elle impose quelque part de considérer le point de vente comme un nouveau nœud logistique qu'il va falloir utiliser pour être capable de servir différemment ses clients. Ça pose une véritable question, c'est-à-dire que si on rajoute un point logistique sur son réseau de distribution, c'est coûteux. Donc on doit avoir une réflexion au niveau du schéma directeur, mais on doit aussi avoir des réflexions sur l'organisation des points de vente, le rôle des agents au point de vente. Est-ce que finalement un conseiller commercial en point de vente est là pour faire du picking en rayon? Est-ce que l'expérience client et les parcours d'achat ne se voient pas dégradés en fait par ces nouvelles approches d'omnicanalité? Donc on est dans ces constats et en fait la question qu'on se pose à ce moment-là avec Yacine, c'est comment on peut aller plus loin qu'est-ce qui se passerait en fait si on créait de véritables entrepôts périurbains qui avait une capacité de stockage très forte, car très densifiée au moyen de technologies d'automatisation comme AutoStore, avec une véritable capacité à accélérer le flux, puisque plus on a une rotation forte des produits, plus le site va être rentable et plus le foncier va être amorti. Et donc on s'est dit à un moment, si on crée cet entrepôt périurbain, on donne la possibilité d'imaginer plein de modèles. On peut faire de la livraison en cycle logistique directement chez le consommateur final, en point relais, mais on peut aussi commencer à imaginer des nouveaux modes d'approvisionnement des boutiques qui, au lieu de s'alimenter au carton fournisseur, on va être capable de les alimenter quasiment à la pièce et on pourra faire du réapprovisionnement plusieurs fois par jour, on pourra gérer de la promotion, on pourra faire du ship from store pour eux. Donc en fait, avec ce type d'approche logistique, on ouvre le champ des possibles pour le secteur marchand. La question qu'on se posait à ce moment-là, c'est OK, mais comment on fait pour démarrer? Et c'est là que la chance nous a souri grâce à un appel d'offres de la RATP, que je salue parce qu'ils sont ici présents, qui mettait à disposition du foncier dans un ancien site de maintenance de bus à Châtillon, donc à 400 mètres du périphérique, à 4 km du centre de Paris. Et cet appel d'offres mettait en concurrence donc différents preneurs qui avaient l'opportunité de proposer des solutions logistiques. Alors, on va revenir peut-être, je vais te laisser en parler Yacine, mais ce qui est intéressant, c'est vous allez constater dans l'expression de besoin de la RATP que nous, ce qui nous a plu, c'est qu'on se retrouvait dans toute la vision qu'on vous a exposée avant, et on s'est dit, il y a un truc à faire, vu notre manière d'aborder le sujet, on est forcément bien placé pour adresser les enjeux de la RATP. Je te laisse peut-être expliquer comment ça s'est passé. Oui, très bien. Donc, ces réflexions-là, on les menait depuis un petit moment avec Adameo et on a été agréablement surpris quand l'appel d'offres de la RATP est sorti parce que le site est super bien placé, 400 mètres du périphérique. On est vraiment dans une zone très dense où il y a un bassin de consommation important. Et tous les aspects de cet appel d'offres répondaient aux enjeux qu'on voulait nous exprimer et répondre, avec cette capacité à avoir des flux très, très, très proches. Il y a une très belle hauteur sous plafond, donc ça nous a aidé aussi à installer un bel outil qui va nous permettre en fait de faire pas mal de volume. Et c'est en découvrant cet appel d'offres qu'on s'est dit il faut vraiment foncer et concrétiser ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on a développé cette solution qu'on va vous présenter. Ouais, et alors, il y avait un autre élément important dans l'appel d'offres de la RATP qui était écrit franchement noir sur blanc dans l'expression de besoin, c'était la possibilité via ce bailleur et cette prise à bail d'explorer de nouvelles modèles logistiques. Alors on a beaucoup parlé d'écologie. Aujourd'hui, on sait tous qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'avec l'explosion de la livraison des repas à domicile, l'explosion du e-commerce, en fait, il y a autant de points de livraison maintenant dans les villes que de logements. C'est juste pas possible. Donc il y a un moment, si on veut être capable de désengorger les villes et si on veut anticiper par rapport aux mesures que vont prendre les collectivités pour limiter ce trafic, il faut mutualiser. Et pour mutualiser, il faut disposer de facilités logistiques qui proposent cette mutualisation. Et c'est l'enjeu en fait qu'on avait avec Yacine, et c'est ce que cherchait également la RATP pour définir octroyer le bail en fait, c'est d'avoir une entreprise qui soit capable non pas de faire juste de l'éclatement et du cross-dock sur cette plateforme, mais d'avoir une véritable activité logistique avec du stockage tenu pour le compte de e-commerçants, et donc une capacité de faire de la préparation et pas juste de l'éclatement. Et donc c'est la raison qui fait que la RATP a retenu
Et ce qui est important, je pense aussi, c'est que ce type de site est très rare et il n'y en aura pas énormément. Et cette capacité aussi à pouvoir l'utiliser 24 heures sur 24, de pouvoir préparer des commandes pendant la nuit pour qu'elles soient diffusées très tôt le matin, c'était un point aussi important. Parce qu'en fait, ces sites-là, il faut qu'ils tournent tout le temps. On connaît beaucoup de sites d'élus d'espaces logistiques, dans Paris par exemple, et qui à 13h n'ont plus du tout d'activité. On trouve ça très très dommage parce que justement ces sites-là, on a besoin pour pouvoir les rentabiliser et qu'ils aient cette fonction de désengorgement de la ville, qui soit utilisée au maximum de leur capacité, donc 24 heures sur 24. Et la chance qu'on a aussi là, c'est d'utiliser pratiquement tout l'espace disponible avec une très belle hauteur sous plafond, comme je le disais tout à l'heure. Oui, peut-être un dernier avantage qui est évident, c'est que c'est un site de maintenance de bus, donc ça veut dire qu'il a été pensé pour permettre la circulation de gros véhicules. Et donc les accès sont facilités, et donc on peut accéder à ce site assez facilement avec des gros porteurs. Et c'est un des enjeux absolument fondamentaux aujourd'hui dans la logistique urbaine, c'est la notion d'accès. Donc l'idée, quelque part, avec ce premier site, c'est de créer un point d'interruption du flux massifié qui rentre en ville, et ce flux, ensuite, de mutualiser les produits entre différents distributeurs, différentes enseignes, et d'être capable ensuite de le distribuer en mobilité douce. Alors pour répondre, on a dû se poser les bonnes questions, évidemment, et essayer de définir quelle technologie on devait utiliser. Donc Adameo est aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, intégrateur d'AutoStore. Donc on dimensionne les sites, on réalise l'intégration WMS, WCS, équipement. Et ensuite, on assure tout ce qui est support et maintenance. Et donc, on a proposé à Yacine de travailler sur un dimensionnement d'un AutoStore sur le site et par la suite de définir une architecture technique de pilotage de la méca. Et là, Yacine nous a dit, oui, mais moi, avoir juste un site, ça n'a pas de sens. Mon objectif, c'est d'avoir une certaine granularité dans Paris pour être capable de fournir une prestation homogène et complète à tous mes clients. Donc, si quelque part, j'ai ce genre de site avec une granularité bien construite sur le territoire en Ile-de-France, je suis capable de garantir à un de mes clients, à une de mes anciennes clientes, le même niveau de service partout en Ile-de-France. Donc c'était un des enjeux fondamentaux également. Donc l'architecture technique qu'on devait définir, le but c'était d'être capable ensemble, une fois qu'on aurait identifié de nouveaux sites, de déployer très vite cette même solution pour réduire le time to market et en fait avoir une capacité à capturer de nouveaux clients beaucoup plus forte. Puis il y a un autre enjeu énorme, c'est que si tout le monde fait la logistique urbaine demain, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. D'où l'importance de la mutualisation et également d'où la prime aux premiers accédants et à ceux qui déploient cette vision le plus vite comme Yacine et Colotrans. C'est vrai, juste pour préciser qu'un site comme ça, tout seul, isolé, c'est très bien, hein, ça peut répondre à des enjeux de quartier ou de zones plutôt limitées, mais ça a une vraie valeur ajoutée si on crée un réseau, un maillage et qu'on réfléchit en logistique en étoile, où donc on a des flux qui rentrent par un seul entrepôt massifié, qu'on puisse diffuser les volumes au plus près des lieux de consommation et être capable sur un bassin aussi large que l'Île-de-France d'avoir le même niveau de service partout et avoir justement ces produits au plus près. Et donc c'est pour ça qu'on avait aussi besoin d'une solution qui puisse s'adapter à des sites un peu différents. Et je pense que la solution qu'on a choisie répond parfaitement à cet enjeu-là. Donc en fait, dans la démarche de réponse à l'appel d'offres RATP, il y avait plusieurs contraintes. La première, c'était de satisfaire aux enjeux posés par la RATP, donc se donner la possibilité de construire de nouveaux modèles logistiques. En fait, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais aujourd'hui, Yacine propose quelque part une espèce de disruption sur les modèles logistiques avec une logistique as a service presque, puisque finalement, on va avoir la possibilité de réserver des bacs. On va payer évidemment les opérations de manutention, mais on va pouvoir aussi faire varier son besoin en bac dans le temps en fonction de la saisonnalité de l'activité, de soldes, de promotion.
Et donc si on imagine en fait plusieurs points de logistique urbaine disséminés sur le territoire, on va donner la possibilité en fait de combiner un retailer qui va avoir une activité forte en hiver avec un autre qui aura une activité faible. Et donc, on va créer une vraie agilité qui était un des points critiques qu'on avait évoqué dans les slides précédentes sur des attentes des retailers. On va introduire de l'agilité, de la résilience dans le mode de fonctionnement logistique, dans les modes d'approvisionnement des points de vente, dans la gestion des promotions. On va garantir une promesse client au top niveau, avec aujourd'hui des demandes de plus en plus pressantes pour avoir des livraisons même jour. Aujourd'hui, si vous voulez faire une livraison en H+2, si vous êtes dans un entrepôt situé à 150 km de Paris, soit vous partez avant la commande, soit vous roulez à 200 km/h, soit vous avez le stock à proximité. Donc c'est l'option qu'on a retenue. Donc l'enjeu pour nous, c'était d'être capable de construire au travers de ce pilote, un modèle facilement réplicable. Il y avait un enjeu de rentabilité, évidemment, puisque Ecolotrans reste malgré tout une petite entreprise, donc ne peut pas se permettre de supporter une opération sans assurer sa rentabilité. Et il y avait cet enjeu fondamental de construire un modèle, un corps modèle, donc qu'on serait capable ensuite de déployer très très vite. J'ai du mal avec la zapette. À la fin, aujourd'hui, le projet, dans quel état est-il? L'autostore est installé. Nous sommes en train de finaliser les intégrations. On va débuter les tests début du mois de décembre, au plus tard normalement. On a prévu un go-live en janvier et donc l'incorporation des premiers clients dès ce moment-là. Mais justement, peut-être que Yacine, tu peux nous expliquer la valeur ajoutée que cette offre propose à tes clients, mais également à la RATP qui a été quand même partie prenante dans ce projet. Exactement. Et donc, la solution qu'on a choisie, c'est justement de pouvoir essayer d'additionner des types de flux différents. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des flux qui vont partir le same day, donc dans la journée, des flux où on sera en capacité de les traiter pendant la nuit. Donc, c'est cette possibilité-là d'avoir un foncier qui tourne le plus possible et qui puisse avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. Et ces enjeux-là ont aussi plu énormément à la RATP, d'être capable en fait d'utiliser ce foncier au maximum de ses capacités et de pouvoir en fait valoriser au mieux ce parc immobilier. Pour nous, donc Ecolotrans, cette capacité à être vraiment encore plus flexible pour nos clients, que ce soit les acteurs du e-commerce traditionnel ou les retailers où on est maintenant capable de faire du réassort, comme tu le disais, à la pièce, et avoir justement cette maîtrise de nos taux de service, parce que voilà, on part d'un endroit qui est proche des lieux de consommation, donc on est capable de densifier, d'avoir un niveau de granularité très fine et d'introduire toujours ces notions de maîtrise des externalités négatives liées au bruit, aux pollutions, dans une zone très proche. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc là, vous voyez sur l'écran, vous avez un plan de masse du site de Châtillon. Dans une première étape, en fait, on a prévu, on y a déployé un autostore avec une grille de 400 mètres carrés. Je pense que vous êtes tous à peu près familiarisés aujourd'hui avec le mode de fonctionnement d'autostore. Pour faire simple, en quelques mots, donc c'est un goods to man, donc c'est un système qui apporte les marchandises aux opérateurs, qui fait du stockage dans des bacs sur de différentes hauteurs. Et ce sont des robots en fait qui viennent récupérer les bacs, qui viennent les présenter à la station de travail et où l'opérateur réalise ces opérations soit d'injection, donc la mise en réserve du stock de marchandises réceptionnées, soit la préparation des commandes. Donc ce système en fait il est composé de 6 robots. On a 4 stations de travail qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut tantôt faire de l'injection comme faire de la préparation de commandes. On a une capacité de 10 800 bacs, une grille de 400 mètres carrés, mais je crois que j'ai déjà dit. Et on s'est réservé la possibilité de construire une extension avec une particularité qui est liée à la technologie AutoStore, c'est qu'on peut l'étendre sans interruption de service. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'étend,
la production logistique continuera chez Colotrans. On aura juste besoin de faire les configurations système qui vont bien pour déclarer les nouvelles zones de stockage et automatiquement le système sera étendu. On a par ailleurs, je me trompe à chaque fois décidément, on a par ailleurs réfléchi à une implantation des postes de travail. On a voulu mettre en place du put to light parce qu'on avait des profils de commandes qui s'y prêtaient. Donc en fait, ce qu'on cherchait à éviter, c'est une circulation forte des bacs. Donc quand un bac se présente, on va s'assurer que si le produit qui contient est présent dans différentes commandes, on prépare ces commandes au même moment. Donc on a mis en place un système de rucher et un système put to light. Et la question qui s'est posée, c'est comment on constitue le corps modèle. Et donc, comme on l'a évoqué, il y a une question qui est fondamentale, c'est la mutualisation des clients. Donc ça veut dire qu'il a fallu se préparer pour se dire, il y a des clients qui vont vouloir qu'on se connecte à leur ERP, il y a des clients qui vont vouloir qu'on se connecte à leur site e-commerce, il y en a d'autres qui vont vouloir qu'on se connecte à un OMS, voire même à un WMS. Donc aujourd'hui, on s'est dit, il faut qu'on normalise en fait l'accès, il faut qu'on typifie, qu'on normalise les données d'entrée au système. Donc on a créé un connecteur qu'on a intégré avec le WMS qui a été retenu, qui est celui de Hardis Group, le Reflex in Store. Et en fait, aujourd'hui, grâce à cette mécanique, on est capable d'onboarder très vite des clients puisque le modèle de données du connecteur d'entrée est connu, validé, fonctionne. Donc aujourd'hui, on a cette capacité à onboarder très vite des nouveaux clients. Et ensuite, la question, c'était comment gérer toute l'opération logistique interne à Ecolotrans. Donc la configuration du WMS, les connexions avec le TMS, le pilotage de la méca, mais également les remontées des informations au niveau de l'ERP pour qu'elles puissent ensuite être retransmises aux clients via un espace client, la facturation et le pilotage de l'activité prestée par Ecolotrans, donc les indicateurs logistiques traditionnels, mais également les images de stock, etc., etc. Et tout ce système, en fait, est connecté par Reflex in Store directement au routeur de l'AutoStore, qui est en fait un système captif, esclave en fait du WMS, et qui va recevoir, les robots vont recevoir via le WMS les commandes à aller chercher. On va lui indiquer tel produit est dans tel bac, le système va indiquer au robot dirige-toi à cet emplacement, ramène ce bac au poste opérateur et à ce moment-là l'opérateur peut préparer la commande dans les différents ruchers qui sont en place. Et c'est finalement tout ça intégré avec Urbans, de manière à pouvoir gérer toute l'éditique et la préparation des expéditions. Chaque commande est ensuite positionnée sur son quai d'expédition pour être ensuite livrée via cette cycle logistique. Et c'est vrai que dès le début de la réflexion, on a voulu avoir un système qui soit le plus ouvert possible et qui puisse se connecter au maximum de clients. Et on a même, en fait, dans notre réflexion, pensé à l'ouvrir même à des, on ne va pas dire concurrents, mais des camarades transporteurs qui puissent réserver des bacs et venir peut-être collecter leur flux et aller les livrer eux-mêmes directement. Donc ce serait vraiment un service qui est pensé pour la ville, pour cette zone géographique, pour pouvoir justement collaborer avec tout type de flux, tout type de transporteurs et être capable de se connecter à tout type de donneurs d'ordre, que ce soit des transporteurs, des logisticiens, des retailers ou des acteurs du e-commerce pure player. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait avant, Yacine, puisque quand on parle de logistique urbaine, on passe d'espaces contraints, de limitation des espaces disponibles pour réaliser ce type d'activité. Donc il n'est pas improbable que dans ton développement un jour, tu n'arrives pas à trouver sur une cible, une ville que tu cibles, un site propice à la mise en place de ce type d'exploitation parce que les sites seront déjà occupés potentiellement par des concurrents. Moi, je suis convaincu qu'à terme, en fait, il y aura des accords qui se passeront entre différents fournisseurs de logistique du dernier kilomètre où ils s'échangeront de la capacité. Et je pense qu'on va arriver à un moment où on aura disponible en ligne directement les espaces de stockage avec les technologies, les modalités de transport partout. Et ça sera en fait complètement intégré via un plugin, via les sites marchands. On pourra soi-même, en tant qu'utilisateur, définir comment on veut se faire livrer, sur quel site logistique on va se faire livrer, sur quels moyens aussi on va se faire livrer. C'est presque un service public qu'on propose en fait. Et parce que moi, les RATP, ils en connaissent un bout. L'idée, voilà, c'est vraiment de mailler le territoire avec des gens qui sont déjà peut-être présents sur des zones où ils sont très très forts et de travailler justement pour avoir cette solution qui puisse se déployer partout et avec tout type de partenaires.
Je crois qu'on arrivait, si je ne me trompe pas... Ah non, dernier élément important quand même, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors en juillet 2021, on a fini tout le travail... non, 2022, pardon, je me suis trompé sur les dates, c'est bien. J'ai un an de retard. Donc, juillet 2022, on a fini tout le travail de cadrage, design, spécification. La réal, on l'a débuté en septembre. Elle va s'achever bientôt par les tests, le go live fin d'année. L'installation, elle s'est finalisée il y a 2 semaines. Donc, dès le mois de janvier, on va lancer l'activité. Et donc, on est déjà en fait en phase de commercialisation. Je crois que tu es déjà en train de discuter avec un certain nombre de clients. Et puis, on va commencer à réfléchir bientôt, n'est-ce pas Yacine, sur le développement de cette solution sur des nouveaux sites, suivant le corps modèle qu'on a établi. Eh bien, merci messieurs pour cette présentation. On va passer à la phase de questions, mais peut-être que moi je vais poser la première pour amorcer la pompe. C'est vrai que Yacine, dans la présentation que vous avez fait d'Ecolotrans, au départ, on n'a pas forcément une idée très précise de qui sont les clients aujourd'hui d'Ecolotrans, parce que voir aussi si ça contribue à les accompagner sur de nouvelles problématiques, si l'idée c'est de vous ouvrir à totalement d'autres univers. Mais aujourd'hui, vous travaillez pour quel type de clients? Du e-commerce, du pure player, de la distrib, de l'alimentaire, du B2B? Très bien, c'est une bonne question. Historiquement, en fait, on a donc plutôt un positionnement où on a fait beaucoup de transport sous température dirigée, parce que justement, à l'époque, quand on voulait faire du transport décarboné, ça coûtait forcément plus cher. Et là où il y avait de la valeur, c'était le transport température dirigée, puisqu'il y avait très peu de concurrents et les prix étaient plutôt corrects. Donc ça nous permettait quand même de pouvoir y introduire des solutions innovantes, donc un peu plus chères. Et puis, plus on avançait en fait dans le temps, plus les réglementations municipales faisaient que les ZFE contraignaient tout type d'acteurs à réfléchir sur leur organisation et leur logistique. On s'est ouvert à d'autres types d'activités, que ce soit du e-commerce en colis sec, sous température dirigée aussi, donc la livraison à domicile, et une grosse activité 3PL où là on va organiser tous les flux de nos clients sur une zone géographique prédéfinie. Donc on a des clients de la petite PME industrielle en région parisienne ou en Rhône-Alpes, parce qu'on est présent aussi en Rhône-Alpes maintenant, jusqu'aux des acteurs de pure player e-commerce traditionnels. Et aujourd'hui, comme on a ces enjeux de distribution urbaine, on s'est ouvert aussi à on va dire des concurrents, des gros transporteurs, des messagers, toujours dans la même optique, c'est d'avoir ces entrepôts en zone urbaine qui puissent être utilisés le maximum de temps. Donc le matin très tôt, on va avoir des flux qui sont en direction de restaurants, donc qui vont commencer à partir de 5h du matin. On va enchaîner par des activités où on peut livrer un peu plus tard des commerces traditionnels, et après on va faire du e-commerce et de la reverse pour qu'on puisse avoir cette utilisation au maximum et avoir une solution en fait en zone très dense qui puisse répondre à des enjeux, même à des partenaires comme FedEx aujourd'hui qui nous confient des zones où on maîtrise parfaitement cette distribution-là. Merci. Je me tourne vers la salle, peut-être pour une première question. Est-ce que quelqu'un a noté un petit point d'interrogation dans la marge au fil de la présentation? Non. Je rebondis, moi, du coup, sur la formule, je pouvais difficilement passer à côté, comme un service public autour de la distribution urbaine. En tout cas, dans les premiers échanges sur le volet commercial et pour parler avec de potentiels clients de cette solution, c'est perçu comment? C'est vrai que voilà, des moyens mutualisés dans Paris avec de l'automatisation, du moins ça déconcerte, du moins l'un comme l'autre. Quel est l'accueil qui est fait à cette proposition? Tu veux répondre? Juste
Aujourd'hui, ce qui drive, c'est le consommateur, c'est ses exigences et son besoin. Donc ça met une pression sur tous les donneurs d'ordre. Et on a aussi, de l'autre côté, les contraintes liées à toutes les réglementations municipales, les fameuses ZFE qui font qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de se réorganiser. Chose que les gens avaient du mal à faire avant, c'est d'imaginer une mutualisation dans des entrepôts, dans des camions de concurrents directs. Aujourd'hui, il y a une telle contrainte de flux et de volume que tout le monde est mûr aujourd'hui pour ce type de solutions. Ouais, puis par ailleurs, je pense en fait que la notion de mutualisation, elle est de plus en plus généralement acceptée par tous les acteurs du secteur marchand. En fait, je pense qu'on est tout simplement en train d'assister à un changement de paradigme. On parle depuis toujours de la supply chain. Donc en fait, ça veut dire, de par même l'expression du terme, que tous les réseaux de distribution ont été conçus par rapport à l'approvisionnement. C'est-à-dire l'origine des produits, positionnement des usines et ensuite je distribue mes produits. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que ce modèle, d'un point de vue écologique, il est caduque. Il ne peut plus se développer. Si on ne mutualise pas, en fait, on ne réduira pas l'empreinte carbone du transport et de la logistique. Et donc, en fait, ce qui va se produire, c'est qu'on va transformer la supply chain qui va devenir une delivery chain. Et on va organiser son empreinte industrielle en fonction de ses points de livraison et de la mutualisation effective des produits que je vais être capable de faire pour livrer de manière plus propre. Et c'est à ça qu'en fait on est en train d'assister aujourd'hui, ce qui fait que jusqu'il y a peu, quand on disait à deux clients du même secteur, on va vous mettre dans 2 cellules à côté, dans le même entrepôt, c'était à peine question que ça soit possible. Les mettre à côté dans un même bac ou un bac l'un sur l'autre, on vous traitait de fou. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte en fait qu'on va forcément arriver à cette logique-là parce qu'on ne peut pas continuer de la manière dont on est organisé en fait. Une question. C'est moi qui me charge de gérer ce volet-là. Merci. Bonjour, je me posais simplement la question, vous avez parlé de la température dirigée dans vos activités d'origine. Cet entrepôt, il est sous température dirigée ou pas du tout ? Pas du tout, il est en sec. Mais la solution peut fonctionner avec des solutions sous température dirigée. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait un niveau de contrainte déjà assez élevé pour pouvoir délivrer des flux en sec pour différents clients. Mais dans notre solution de déploiement et notre réflexion, on a prévu aussi des entrepôts sous température dirigée. Et il y a même aujourd'hui des solutions pour pouvoir faire du froid négatif automatisé. Ouais, là, je complète. En fait, avant de travailler sur ce projet à Châtillon, on avait quand même eu des réflexions sur d'autres clients actuels d'Ecolotrans, dont un acteur qui faisait de l'alimentaire et qui était en froid positif. Et donc le système AutoStore fonctionne parfaitement dans ce type d'environnement. En revanche, le surgelé n'existait pas jusqu'il y a peu et ils ont sorti depuis très peu une solution qui permet, alors ça ne va pas faire les mêmes surfaces parce que le problème de la condensation reste complexe, mais aujourd'hui AutoStore a sorti un module qui gère lui-même son froid négatif et qui peut monter jusqu'à 1000 bacs, mais qui fonctionne de manière autonome. Donc on peut faire du froid négatif dans un AutoStore jusqu'à hauteur de 1000 bacs. Et on est d'ailleurs en train, probablement bientôt, on sera en train de déployer les premiers modules en froid négatif. Une question par là-bas. Vincent Magnan pour e-logistique. La principale contrainte sur les systèmes AutoStore, c'est la taille des bacs, nécessairement. Dans la préparation de votre business model, est-ce que vous avez déjà envisagé un process de débord pour les colis hors format, si vous faites appel à de l'équipementier sportif, les skis, de l'équipementier meuble, les choses un peu plus volumineuses. Et la deuxième question, c'est pareil, est-ce que vous prévoyez un delivery time finalement adapté, personnalisé finalement à vos clients? Alors sur ce site, non, on est parti plutôt de la contrainte des bacs, de la taille là, et on a orienté plutôt notre discussion pour avoir uniquement des produits qui puissent rentrer sur ces bacs là. Mais c'est vrai que dans l'avenir et avec peut-être des sites un peu différents, et on aura forcément besoin de gérer du hors volume
et d'avoir des capacités de picking en masse sur des produits hors normes pour être capable d'avoir cette offre la plus étendue possible. Ouais, je compléterais juste que votre question est tout à fait pertinente et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un site qui peut fonctionner avec un seul type de mécanisation. Quoi qu'il arrive, sur tous les sites, il y aura du hors-gabarit, il y aura des produits qui seront dangereux, il y aura du froid négatif. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des solutions hétérogènes. On a anticipé cette situation puisque aujourd'hui, la configuration WMS qu'on a prévue va permettre de gérer une activité manuelle sur le site. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas sur Châtillon, mais si demain ça devait arriver, il y aura cette possibilité de gérer l'activité manuelle également. Et comme aujourd'hui, on a pris comme contrainte plutôt la taille des bacs, la promesse de livraison, elle est identique. Donc il n'y avait pas de sujet là-dessus, quoi. Non, mais en revanche, demain, on serait tout à fait capable, tu serais tout à fait capable de proposer des services différenciés pour des clients. Donc, certains clients qui veulent une livraison J+1, ça serait possible. Et ceux qui voudraient une livraison en 2 heures, ça serait également possible. Alors, ça va poser des contraintes sur le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dimensionne un système mécanisé, on le fait par rapport à un profil de commande dédié et une base article spécifique. À partir du moment où on va commencer à stocker des produits de nature différente de différents clients, nous, on aura un rôle forcément de redéfinition du paramétrage du cube AutoStore pour être certain d'adresser les différentes promesses clients, et là j'entends au secteur marchand, et être capable de traiter leurs commandes dans les temps qu'ils souhaitent pour les livrer dans les délais qu'ils proposent eux-mêmes aux consommateurs. Donc on va arriver probablement à des moments où en fonction des... on anticipe un peu les réflexions qu'on a, mais en fonction de la typologie des clients, de leurs prérequis, il n'y aura pas forcément les mêmes coûts logistiques, puisqu'il y a des clients qui vont mobiliser plus de productivité en termes de robots, plus de services, plus de stockage, d'autres un peu moins. Donc l'idée, effectivement, c'est de faire une offre logistique et tarifaire qui va être discriminée en fonction de la promesse que les clients font à leurs clients. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... C'est vrai que vous préparez une belle feuille de route en termes de paramétrage, du moins, voilà. Mais alors, ce qui est absolument génial, c'est qu'on va avoir un paquet on va avoir des jeux de données assez importants sur lesquels travailler. Et donc, on va être capable en plus d'améliorer le système AutoStore en faisant un peu de machine learning sur les préparations de commandes. Et en fait, on va être capable d'anticiper avec un peu de prévision sur certains articles. On sait par exemple qu'ils sont plus commandés entre telle heure et telle heure. Et donc, on va être capable, avec ce recul, d'optimiser complètement l'AutoStore pour qu'il soit juste au bon niveau de coût pour Ecolotrans par rapport à la productivité et aux promesses clients. Y aurait-il une autre question ? Je viens vers vous. Bonjour, très bonne présentation. Juste, je voulais bien comprendre par rapport au bac et en fait à la gestion, à la stratégie. Donc, vous louez des bacs du collecte pour stocker. Vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on vous entend mal. Allô ? Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Je voulais poser la question par rapport au stockage et au bac et au robot. Le robot et le stockage, c'est pour votre entrepôt en vertical, hauteur sous plafond. Vous allez l'utiliser juste au niveau de ce contenant quand vous êtes dans la partie distribution. Vous transvasez dans un autre bac ou vous avez essayé d'optimiser l'usage du bac? Vous voyez je vois très bien la question. Alors, il est vrai qu'il y a une rupture de charge dans la manutention des bacs chez AutoStore. C'est voulu par le fabricant. En fait, le traitement qui est réservé aux bacs de manutention par les opérateurs n'est pas toujours soigneux. Et en fait, les bacs AutoStore, ils sont accrochés à rien. Ils sont posés les uns sur les autres. Donc, si un bac rentre dans la grille en étant cabossé, abîmé, on a un risque qui se coince. Et le choix du fabricant, c'est de dire, moi, je ne veux pas sortir les bacs de mon installation parce que je préfère avoir un taux de service du système qui est par ailleurs de 99,7% depuis 20 ans. Donc c'est un système qui ne tombe jamais en panne, il est redondé de partout. Donc ça, c'est aussi un véritable avantage. Donc leur parti pris était de dire, je préfère éviter que les bacs sortent pour être manutentionnés en dehors du système AutoStore. Ceci étant, ça reste possible de le faire, mais il faudra être quand même assez vigilant sur le traitement réservé aux bacs pour s'assurer que derrière, on ne génère pas des problèmes en termes d'exploitation.
Moi, j'avais peut-être compris la question sur au-delà, une fois que les marchandises sont sorties du système, et là, c'est plus le modèle opérationnel des colotrans, avec des rolls, avec, du moins, c'est aussi tributaire des moyens avec lesquels se déroule la suite du flux. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, le site en fait permet aussi justement de mener une réflexion sur les emballages qu'on va utiliser pour pouvoir livrer et être capable d'éliminer plutôt du carton parce qu'en fait, comme c'est des tournées où les livreurs reviennent sur site, on est capable d'avoir de la réutilisation. Donc cette réflexion, oui, on l'a menée jusqu'à arriver au fait d'éliminer au maximum des emballages de livraison inutiles parce qu'on va utiliser des solutions soit de bac, soit de solutions réutilisables parce que les livreurs vont revenir pour redéposer ces marchandises-là et ça fait, c'est la réflexion aussi complète qu'on a voulu mener sur ça. Oui. Après, on pourrait aussi aller plus loin, je complète, mais je ne sais pas si ça faisait partie de votre question. Aujourd'hui, on n'a pas prévu d'AMR, donc des robots qui font du transport en sortie de préparation pour acheminer les colis préparés vers les zones d'expédition, ni de convoyage. Mais c'est des choses qu'on pourrait tout à fait imaginer. Aujourd'hui, ce n'était pas nécessaire vu la taille du site parce que, en fait, on va vraiment saturer l'espace de stockage et on a vraiment cherché à optimiser donc, la densification qui est clé dans ce sujet-là, l'espace. Donc, si on peut éviter de mettre du convoyage qui finalement va mobiliser beaucoup d'espace et de volume en hauteur, on s'en porte aussi bien. Donc, si nécessaire demain, on pourrait en revanche déployer des AMR pour récupérer les charges en sortie de camion en livraison, les amener au poste d'injection et faire le chemin inverse pour envoyer ces charges vers les expéditions. En effet, Guillaume, Yacine, on pourrait aller plus loin, mais on ne va pas le faire maintenant. Donc merci pour cette intervention. On arrive au bout des 45 minutes, mais pour aller plus loin, il y a quand même le stand d'Adameo que je vois là dans le prolongement. Je crois que c'est au B31. Donc j'imagine que vous êtes que moi, Maxime. J'imagine que vous êtes disposé à répondre à toutes les questions sur ce projet très innovant dont on voit bien que ce sont les prémices et qu'il adresse des problématiques larges et ambitieuses. Et on vous souhaite bonne route. Peut-être juste un dernier mot, Maxime. Pour ceux qui seraient intéressés, on dispose aussi d'un showroom en plein cœur de Paris, où on a installé un autostore dans un sous-sol, dans ce qu'on appelle une plateforme de préparation et distribution du courrier à la poste. Donc si certains sont intéressés de venir voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à venir nous voir au stand de la Méo et on peut organiser ça assez facilement. J'arrête. Eh bien, merci. Merci beaucoup.